Dadou, Virgile Aronce. Madame, Monsieur, bienvenue, bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois au Grand Rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. C'est le 134e numéro de ce programme avec mon complice habituel, Vigile Awancet, qui ce matin répond encore présent à son micro. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfred Aviadon, bonjour à tous. Alors Vigile, il n'est pas courant de les réunir tous les deux à la fois dans un même programme radio pour 1001 raisons. Pourtant, c'est ce que nous allons faire ce matin en raison de ce que prescrit l'actualité. Nous avons rendez-vous avec deux têtes de pont de la société civile en lutte pour la bonne gouvernance, deux militants engagés dans le combat pour la gestion normale et efficiente de la chose publique. L'un préside le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, FONAC, et l'autre, l'association de lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme et le racisme, ALCREV. Jean-Baptiste Elias, Mathieu Sobra, bonjour. Bonjour. Alors, vous développez tous les deux une réelle expertise sur les questions de corruption pour avoir assumé depuis plusieurs années de multiples fonctions qu'il serait fastidieux de rappeler à ce micro. C'est fort de votre connaissance et de votre engagement sur les questions de gouvernance que vous êtes nos invités pour le compte de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci. Merci d'être venu vous consacrer à cet exercice dominical d'explication et de commentaires des actes posés et de la parole entendue. Messieurs, voilà 4 mois déjà que la gouvernance a changé de main dans notre pays. Patrice Talon est aux commandes et certains compatriotes s'étonnent de ne plus vous entendre vous livrer à vos exercices favoris qui sont de dénoncer. L'exercice favori consiste à dénoncer. Que se passe-t-il? A-t-on envie de vous demander pourquoi ne vous entend-on plus? Le pays serait-il enfin débarrassé de la corruption? Jean-Baptiste Elias. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les responsables et surtout les animateurs de l'émission de ce dimanche qui nous ont invités, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé. Nous avons reçu l'invitation des responsables de cette émission. Ce n'est pas d'autres personnes qui nous ont amenés ici sur ce plateau. Alors, vous avez dit que depuis 4 mois, on ne nous entend pas. Mais non, on nous entend. Sur beaucoup d'autres chaînes, nous parlons. Premier élément. Deuxième élément, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Et de ce point de vue, le gouvernement du président Talon est en place. Et en ce qui concerne le FONAC, nous avons demandé et rencontré déjà à ce jour, dimanche 14 août 2016, 17 ministres sur les 21. Ah oui. Nous avons rencontré 17 ministres sur les 21 déjà au FONAC. Et c'est à quelle fin vous faites ça? Et prise de justement, contact, pour non seulement faire l'état des lieux au niveau de chacun des ministères, prise de contact, savoir quelles sont les réformes que les responsables de ces ministères, les nouveaux responsables de ces ministères comptent imprimer et comment les responsables de ces ministères comptent faire, d'une part. D'autre part, les dossiers qui sont en instance, les dossiers de gouvernance bien entendu, qui sont en instance au niveau de ces ministères-là, comment les nouveaux responsables comptent les aborder. C'est de ça qu'il s'agit. Le FONAC a déjà rencontré 17 ministres. Il reste que 4. Et les 4 autres, j'ai 2 rendez-vous avec 2 ministres le 29 août prochain. Et puis, les 2 autres, on verra par la suite. À partir de cet instant, nous avons une idée de ce que les nouveaux responsables veulent faire dans la gouvernance. Et nous allons suivre. Puis, nous prendrons la parole pour donner notre point de vue sur comment se fera la gestion de ces dossiers qui sont en instance au moment opportun. Donc, oui, vous parlez là de l'état des lieux. Il y a beaucoup de bavardage autour de l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez noté? Globalement, je ne veux pas que vous nous livrez à un exercice de détail ici, mais globalement, qu'est-ce que vous avez noté sur les 17 ministères? La majorité déjà que vous avez... D'abord, nous avons cherché à comprendre comment se fera désormais les commandes au niveau de chaque ministère. Ce qui se passait avant, et ça, ce n'est secret pour personne,
nous arrivons à nous retrouver face à des dossiers où on passe les commandes le matin, l'intéressé vient livrer donc dans la journée, et puis le soir, on lui donne encore l'autorisation de venir ramasser ce qu'il a livré. Et il s'en va, on fait la facture, on paye, et puis l'année prochaine encore, on fait les mêmes commandes, et puis il revient. Nous avons mis en garde tous les ministres pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Et nous allons dire que, attention, nous allons les suivre. Ensuite, en ce qui concerne la gouvernance pure, pour vous donner quelques exemples, au niveau des DPP, les DPP avaient pour mission de coordonner les coordonnateurs de projets. Il s'est fait que depuis quelques années, les DPP sont devenus eux-mêmes des coordonnateurs de projets. Si bien que quand la contrepartie béninoise arrive dans les projets, les DPP se taillent la part de lion puisqu'ils sont coordonnateurs de projets eux-mêmes et les autres coordonnateurs de projets n'ont pas ce qu'il faut nécessairement pour pouvoir travailler. Si bien que le taux de consommation des crédits alloués pour le cas des projets là est très insignifiant parce qu'on dit la contrepartie béninoise n'est pas arrivée. Nous avons attiré l'attention des ministres sur ces faits-là. Ensuite, les autres dossiers qui sont au niveau donc de ces ministères, des dossiers sur lesquels nous allons revenir en temps opportun parce que une fois que nous avons eu les informations, nous prenons également les autres éléments complémentaires pour pouvoir finaliser le dossier et on reviendra ici pour donner des détails sur ces dossiers-là. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire en bref. Et les grands dossiers connus comme ICC Service, on va revenir sur ces questions-là. Vous avez sans doute attendu de voir le chef de l'État avant de les évoquer, c'est cela? Le chef de l'État a reçu la demande d'audience du FONAC une première fois et son calendrier certainement ne lui a pas encore permis de nous recevoir. Nous avons relancé donc notre demande il y a juste 10 jours et nous espérons que les préoccupations du chef de l'État vont lui permettre de recevoir le FONAC. Et à ce niveau, il y a un certain nombre de dossiers clés sur lesquels nous allons pouvoir discuter avec lui et que nous allons avoir, n'est-ce pas, son point de vue sur comment il compte, n'est-ce pas, régler ces problèmes-là. Et nous en parlerons au moment opportun. Pour l'instant, je voudrais que vous acceptiez que ce que nous allons dire avec le chef de l'État ne soit pas encore dévoilé sur ce plateau. En attendant, et une fois qu'on aurait fini, eh bien, on reviendra vers vous pour vous dire ce qu'il en a été. Très bien. Alors, Martin Soba, certains compatriotes, au regard de ce qu'ils appellent le grand silence de la société civile, vous classent, vous aussi, désormais parmi les acteurs qui soutiennent le nouveau départ. Un journal, La Nouvelle Expression, pour ne pas le nommer, qui a d'immenses talents en matière de divination, a même prophétisé vendredi dernier que vous viendrez ensemble aujourd'hui, vous les deux, dans cette émission, pour défendre Patrice Talon. C'est bien cela. Maintenant, Alcré est une organisation politique qui défend les hommes politiques. Vous savez, dans notre pays, il y en a beaucoup qui raisonnent au lieu de raisonner. Et moi, je ne vais pas suivre ces gens-là. Et il faut comprendre que depuis l'avènement, même avant l'avènement de M. Patrice Talon en tant que président de la République, nous avons toujours parlé. Et le 24 avril, après l'installation du président Patrice Talon, nous avons donné une conférence de presse au CPA où nous avions dit un certain nombre de choses qui sont en train de se faire dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous avons dit par exemple que les dettes intérieures, avant de les payer, il faut bien fouiller d'abord et avoir la véracité de ces dettes-là avant de pouvoir sortir l'argent. Et c'est pour cela que ça s'est retardé pour pouvoir payer les dettes intérieures. Mon alter ego, Jean-Baptiste Elias, il vient de parler de ce qu'il y avait des factures fictives. Des gens venaient les matins et livrer de la marchandise et au soir, ils viennent les ramasser. Et toutes ces factures, on ne va pas les payer comme ça. Vous comprenez? Et nous ne nous sommes pas tus. Et comme d'habitude, en 2006, au moment où M. Yahi Boni a été élu en tant que président de la République et que tout le monde parlait de son bilan en 100 jours, notre organisation a été la seule à monter au créneau pour dire 100 jours c'est peu. Donnons-lui 6 mois. Moi je suis toujours dans cette verve-là. Je suis toujours dans cette conduite-là. Il faut bien vérifier les choses avant de pouvoir en parler.
Ce n'est pas parce que tout le monde parle que nous aussi nous allons nous mettre à parler. Non, parce que nous sommes des veilleurs de conscience, nous sommes des faiseurs d'opinion. Et ce que nous disons doit être matérialisé, doit être sur pièce, sur preuve. Donc nous sommes en train de prendre toutes nos dispositions pour faire des sorties en son temps, mais en apportant des preuves. Oui, nous n'allons pas parler pour parler, nous n'allons pas faire du PPRD comme le font d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est le PPRD? Parler pour ne rien dire. Alors, voilà. Mathias Sogba, pourtant vous faites le procès d'avoir perdu subitement toute propension à dénoncer promptement les actes de prédation et de pillage. Il n'y a rien encore de grave. Qui se sont multipliés avant la fin du mandat précédent. N'est-ce pas là, quand même, le revers de l'approche médiatiquement bruyante que vous avez tous les deux adopté pour rendre public ce qui est souvent caché? Oui, si vous permettez, vous le faites à Viadon. D'autres se sont fait leur religion quand, au cours de cette émission, Mathias Sogba s'est donné la possibilité de demander si le chef de l'État en savait sur son affaire, l'affaire donc de fusillade. Et avec ce silence contextuel de ce que certains recherchent de poste, et ceci explique cela. Eh bien, la religion était toute faite, Mathias Sogba. Je n'ai pas compris votre question. Oui, c'était pour ce silence-là s'explique par le fait que vous adhériez donc à la rupture, tout simplement. On parle d'un silence complice. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis, à notre niveau, au niveau d'Alcrer, il n'y a encore rien d'alarmant. Ça, c'est nous qui avions notre ligne de conduite. C'est votre lecture. C'est notre lecture. C'est nous qui avions notre ligne de conduite. Vous comprenez quand même que les Béninois soient impatients et que vous les avez habitués à un rythme de dénonciation qui subitement s'est estompé et cela peut les préoccuper. Vous ne pensez pas? Non, monsieur le journaliste, les actes ne sont plus posés dans la précipitation comme cela se posait avant. Ah, donc quelque chose a déjà changé. Quelque chose a changé. À notre point de vue, quelque chose a changé. Et quelque chose a changé en bien. Et ce qui sera en mal, nous n'aurons pas peur de le dire en son temps. Oui, mais est-ce que le moment, pour nous avons vu qu'il y a vraiment la ligne de rupture. Oui, mais est-ce que ceux qui dénoncent, vous dénoncent votre silence, n'ont pas quelque part raison? Est-ce que les dénonciations comme Mercredi Noir et consorts, ça ne vient pas dire que malgré ce que vous approuvez dans ce qui se passe, il a quand même des choses à dénoncer? Oh, Mercredi Noir, c'est bien. Celui qui a adopté ce concept-là, il sait ce qu'il met dans son Mercredi Noir. Et vous savez ce que vous mettez dans Alcré. Et nous savons ce que nous mettons dans Alcré, parce que chacun a ses TDR, ses thèmes de référence, pour agir sur le terrain. Très bien, alors. Et je suis heureux que d'autres voix aujourd'hui, tels que les Mercredis Noirs, tels que Léon Soumbadi, prennent aussi la parole. Parce que nous sommes aussi, écoutez, 10 ans de combat. Il est temps aussi qu'on observe une petite pause. Vous comprenez? Que vous préparez la relève. Parce que il faut préparer la relève. Très bien. Parce que quand vous travaillez chaque année, vous avez droit à un congé. Oui, mais quand vous dites pause, la pause c'est pour aller où? C'est pour chuter où? Non, la pause c'est pour mieux regarder le nouveau départ et apporter après notre opinion par rapport à certaines questions. Oui, alors, moi je reprends mon compte. Mais ce qui est bon aujourd'hui déjà, c'est que les choses se font dans les règles de l'art. Bon. C'est que les choses se font avec beaucoup plus de réflexion. C'est ce que nous avons constaté. D'autres peuvent constater autre chose. Il n'y a plus de précipitation comme Mathias Sogba, d'autres peuvent également constater autre chose. Absolument. D'accord. Nous n'avons jamais nié à quelqu'un son opinion. Très bien. Nous ne recherchons jamais l'unanimité autour de ce que nous faisons. Très bien. Je reprends à mon compte le constat d'un internaute sur les réseaux sociaux qui commente, je cite, « Depuis que ces deux messieurs, c'est de vous deux qu'on parle, ont pillon sur rue, qu'ont-ils pu changer? N'est-ce pas aux yeux et à la barbe de ces deux-là que les gens continuent allègrement de piller les maigres ressources du pays? Ils sont limités. » Mathias Sogba et Jean-Baptiste Elias, ils ne peuvent pas grand-chose. Fin de citation. Quelque part, n'a-t-il pas raison, ce compatriote? N'est-il
peut-être pas temps de changer d'approche dans votre engagement pour la bonne gouvernance, Jean-Baptiste Elias? Non, je concède à celui qui a écrit ça qu'il n'est pas au courant et qu'il ne sait pas de quoi il parle. D'accord. En effet, nous, au FONAC, la société civile en général doit être responsable. Quand vous prenez la parole pour dénoncer un cas précis, vous devez apporter la preuve matérielle de ce que vous dites. Déjà, vous le savez tous, depuis 20 ans que nous faisons ce travail, chaque fois que nous montons au créneau pour dénoncer quelqu'un, on nous dit apportez la preuve et tout de suite, dans les 5 jours qui suivent notre dénonciation, la justice exige de nous d'apporter les preuves, ce que nous remettons immédiatement. Tenez, quand quelqu'un me dit insécurité grandissante, braquage, Elias ne parle pas. Quelle preuve j'ai en main pour aller dénoncer X, Y, Z pour parler de braquage? Enfin, expliquez-moi, est-ce que l'insécurité fait partie de vos TDR? Merci beaucoup, voilà. Enfin, je voulais comprendre. C'est ça, voilà. Alors donc, c'est ça, puisque c'est ce qu'ils ont dit dans le journal. On dit insécurité grandissante, Elias ne parle pas. Braquage, Elias ne parle pas. Et ils ajoutent, on a pillé 60 milliards de caisses du trésor public, Elias ne parle pas. Mais quelle preuve nous avons au FONAC? Quelle preuve mon collègue Alcré a pour parler de ça? Vous allez parler de ça, tout de suite, vous direz, ok, très bien, messieurs, venez apporter la preuve de ce que vous dites à la justice. On ne pourra pas sortir les preuves et on va nous condamner. Aujourd'hui, notre crédibilité est intacte. Depuis 20 ans que nous faisons ce travail, tous ceux qui ont osé nous amener à la justice ont eu tout de suite leur réponse, immédiatement. Le FONAC a toujours gagné les procès à ce jour. Vous n'avez perdu aucun procès? On n'a perdu aucun procès à ce jour face aux dinosaures qui ont beaucoup d'argent. Et je profite de l'occasion pour remercier la justice, parce qu'on dit que la justice est corrompue, c'est pas vrai. Nous, on n'a pas un franc. Ceux qui nous assignent en justice ont des milliards et pourtant nous gagnons le procès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité est là, parce que nous apportons toujours la preuve de ce que nous disons. Mais chaque fois qu'on n'a pas la preuve matérielle, ne nous appelez pas à venir parler parce que nous voulons parler comme les autres. Et le FONAC a essuyé combien de procès à ce jour? Ah, au moins 10 procès. 10 procès sérieux. Au moins 10 procès sérieux, émanant de hautes personnalités, de grandes personnes qui ont beaucoup d'argent dans ce pays, qui nous ont assignés en justice, et nous avons toujours gagné tous ces procès-là parce que chaque fois nous apportons la preuve matérielle de ce que nous disons. Donc, encore une fois de vos victoires, rappelez-nous quelques procès comme ça que vous avez gagné. Nous avons encore un procès qui est en cours actuellement au niveau de la cour d'appel parce que nous avons gagné déjà en première instance. Il s'agit du propriétaire de l'hôtel Popo Beach Millennium à Agoué. Vous savez bien que celui qui a pu construire un tel hôtel 5 étoiles n'est pas à 2 francs près. Eh bien, il nous a assis en justice parce qu'il disait qu'en 2013, nous avons fait une émission concernant donc sa personne. Et puis, on est parti en justice. En première instance, nous avons gagné. Il dit jamais, c'est pas possible. Il a fait appel. Nous sommes devant la cour d'appel aujourd'hui. Et puis, bon, ben voilà, nous avons fait ce qu'on doit faire. Tout est en ordre. Et puis, l'affaire est mise en délibéré. Le 9 septembre prochain, l'affaire sera vidée. Et déjà, le vendredi dernier, le 12 août 2016, nous avons été devant la cour d'appel. Et c'est en ce moment que le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2016. Nous y allons toujours. Mais souvenez-vous, celui qui a porté plainte, qui dit qu'on a fait ci, on a fait ça contre lui, n'a jamais mis pied au tribunal jusqu'à ce jour. Le procès dure 3 ans. Et nous sommes toujours présents tous les jours que le tribunal nous invite. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre que chaque fois que nous n'avons pas une preuve matérielle en main, nous ne parlons pas comme les autres parlent. Mais c'est comme... Le grand rendez-vous. Oui, Alcré a été resté en justice pour avoir dénoncé la section, la vente d'un domaine public. Mais les gens même ils ont fait marche arrière après. Puis nous avons apporté les preuves de nos allégations. Et pour commencer, le premier jour où on était devant le juge, mais on avait un seul avocat. Mais le jour où on a annoncé le dossier et que je me suis présenté à la barre, mais j'ai eu 6 autres avocats qui se sont constitués pour moi. Pour Alcré.
Vous voyez? Comment vous expliquez ça? Ah mais nous expliquons ça par le fait que les gens aiment bien ce que nous faisons quand ils ne sont pas des bandits. Il faut ajouter qu'ils se sont constitués gratuitement. Gratuitement. Voilà. Gratuitement. C'est ça l'important. Puisque M. Jean-Baptiste Elias était au procès avec moi. Oui, mais pour venir me soutenir. Est-ce que comme le FONAC, Alcré a souvent gagné ses procès? Moi, j'ai eu un seul procès. Et j'ai eu un seul procès et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Très bien, on ne fera pas le procès du nouveau gouvernement pour l'instant. Comment appréciez-vous? J'ai pensé avoir d'autres procès mais qui ne sont pas arrivés. C'est pas grave. Ils ne sont pas arrivés. Bon, c'est tant mieux. Alors, allons-y. Alors, comment appréciez-vous les premiers pas du gouvernement Talon sur le terrain de la bonne gouvernance et surtout sur le terrain de la répression des actes de pillage des ressources publiques, la répression qui manifestement est une forte attente de nos concitoyens? Jean-Baptiste Elias. Merci beaucoup. Je crois que les premiers signes donnés par le gouvernement du président Patrice Talon sont bons en matière de lutte contre l'impunité. Pendant longtemps... Quels sont les premiers signes? Voilà, j'arrive. Pendant longtemps, nous avons fait le point de la situation. On s'est rendu compte que si la corruption continue à l'échelle où nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que le règne de l'impunité est vraiment là. Alors, quels sont les premiers signes? Les premiers signes constituent d'abord la demande des audits. Ensuite, la publication des audits. Ensuite, le fait d'amener les dossiers à la justice. Je vais vous donner un exemple concret. Nous allons peut-être y revenir. Dans le dossier des faux diplômes, par exemple, le FONAC en a instruit plusieurs. Puis, a fait toutes les démarches nécessaires vis-à-vis des facultés qui devraient délivrer les diplômes, vis-à-vis des intéressés qui ont présenté les faux diplômes. Nous les avons écoutés. Nous posons toujours... Ils étaient au nombre de combien? Mais non. Sur les 10 là, les 10 que vous avez vus là, le FONAC a participé à la liste. Hein? Les 10. Absolument. Je vous le confirme aujourd'hui. Le FONAC est de la commission? Non, pas de la commission, mais le FONAC a instruit des dossiers de faux diplômes qu'il a transmis au ministre de la Justice avec toutes les preuves pour dire voici les preuves. Le dossier concernant ces faux diplômes là, on a tout transmis là-bas. Et le ministre de la Justice a fait l'opération qu'il doit faire, a envoyé le dossier là-bas, les gens ont vérifié tout. Eh bien, tous ceux qu'on a listés là, le FONAC a bien instruit des dossiers pour des personnes qui ont été radiées. Donc, ce travail-là, nous l'avons fait. Alors, si aujourd'hui nous l'avons fait et que le gouvernement le prend à bras le corps et dit que non seulement on a radié les intéressés, mais on a mené le dossier à la justice. Ça fait un. Deuxièmement, nous allons peut-être revenir dessus. Le dossier des véhicules d'occasion. Nous avons rencontré tout récemment le ministre de la Justice. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons rencontré 17 ministres. Le ministre de la Justice fait partie de ceux que nous avons rencontrés. Mais il nous a confirmé que le FONAC a toujours, tout le temps, martelé qu'il faudrait amener les dossiers en justice. Nous l'avons fait et il nous a confirmé que ce dossier-là est transmis déjà à la justice. Ça fait 2. Troisième élément, nous avons rappelé au ministre de la Justice, quand nous l'avons rencontré la dernière fois, qu'il y a 44 dossiers de gouvernance qui sont déjà à la justice que le FONAC suit, mais qui ne bougent pas. 44 dossiers. 44 dossiers, je vous le confirme. Donc, nous faisons du travail. 44 dossiers de lutte contre la corruption qui sont au niveau de la justice. C'est arrivé au niveau de la justice, le parquet a été saisi, le parquet a mis en place des commissions pour pouvoir étudier, le parquet a dit qu'il nous faut des moyens pour le faire. Nous avons rappelé au ministre de la Justice qu'il faut donner les moyens à la justice afin que l'ouverture de l'information judiciaire puisse se faire, afin qu'on puisse connaître enfin le dénouement de cette situation-là. Cette affaire de moyens, vous en parlez il y a quand même longtemps. Vous avez reçu ici dans plusieurs émissions, vous avez parlé de moyens. Ces dossiers, ces 44 dossiers dont vous parlez, vous les avez déposés à la justice depuis combien de temps? Depuis 2007-2008.
Et donc, depuis 2007, l'État du Bénin n'a pas trouvé les moyens pour sa justice. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Oui, mais est-ce que les moyens, il faut les donner de manière parcellaire? Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt global, donner carrément, voir le mécanisme pour doter la justice de moyens? Nous avons non seulement parlé de ça, mais l'ex-président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir et nous lui avons dit que ces dossiers sont à la justice et que la justice demande les moyens. Il nous a dit qu'il va instruire le ministre de la Justice pour faire une communication. Nous avons rencontré l'ex-ministre de la Justice à l'époque pour dire de faire la communication. On est retourné voir le ministre qui nous a dit on a fait la communication. Puis après, plus de nouvelles. Et comme on ne peut pas aller voir le chef de l'État tous les jours, les dossiers sont toujours là en souffrance. Et nous avons rappelé au nouveau ministre de la Justice, à savoir Maître Jobrenou, qui a ces dossiers qui sont en instance au niveau de la justice, qu'il faut faire quelque chose pour que ça bouge. Il a promis faire pour que ça bouge. Et déjà, le fait d'avoir posé les deux pas que je viens de dire, à savoir le pas des faux concours, des faux diplômes qui ont été donc enrôlés au Conseil des ministres et déférés devant la justice. Ensuite, le cas des véhicules d'occasion qui sont déférés. Ça, on va en parler tout à l'heure. Oui. Nous donne espoir que quelque chose... Que la cadence est en train de changer. Dans ce sens, et que l'impunité, à défaut de cesser, va diminuer sensiblement. Oui, Mathieu Sogba. Et c'est pourquoi, au niveau d'Alcrer, nous avons toujours dit, on ne peut pas mélanger les dossiers des corrompus, des prédateurs de la République, avec les autres dossiers au niveau du tribunal. Et nous avons proposé pour qu'on puisse vite avancer, traiter ces dossiers avancés, qu'il faille mettre en place un collège de magistrats spécialisés dans les questions de la lutte contre la corruption. Mathieu Sogba, nous n'en avons pas beaucoup les magistrats. Oh mais écoutez, on peut en trouver 2 ou 3 quand même, pour ne s'occuper que de ces dossiers-là. Il y a un journal qui a donné l'exemple de ce qui se fait au Sénégal, avec un genre de petits corps, donc de magistrats. Anticorruption. Anticorruption. Voilà, attaché à cette. Voilà, ça fait des années. Ça fait des années que nous on propose ça au niveau d'Alcrer, mais on n'a pas eu d'oreille pour nous, parce que cela va accélérer les dossiers. Et comme ceux-là qui sont chargés de mettre en place ces commissions-là sont ceux qui sont mêlés aux grandes affaires, c'est pour cela qu'ils n'ont jamais eu d'oreille pour nous. Je pense que monsieur le président de la République actuelle, je veux nommer son excellence monsieur Patrice Talon, il va pouvoir faire un truc comme ça, mettre en place 2 ou 3 magistrats qui ne s'occuperont que de ces dossiers-là, tels que ils ont mis en place depuis la haute cour de justice, où nous n'avons rien par rapport aux clients, alors qu'il y a beaucoup de clients, mais on ne les voit jamais devant la haute cour de justice. Mais à partir du moment où il y a tant de dossiers de prédateurs, mais mon alter ego vient de dire qu'il y a 40 et quelques dossiers qui dorment là-bas. Mais prenons 2 ou 3 magistrats, 2 hommes et une femme, ou 2 femmes et un homme, pour s'occuper rien que de ces dossiers, leur donner les moyens pour se faire. Comme ça, on verra clair. Et les gens vont avoir beaucoup plus peur, puisqu'ils savent. Vous entendez, certains disent, pas dans le cadre de la lutte contre la corruption, certains disent, oui, mais envoyez le dossier à la Cour suprême. Et ils savent que le dossier, en allant à la Cour suprême, va dormir. Vous voyez? Oui, mais est-ce que quelque part, il faut dire les choses par leur nom, la justice n'est pas instrumentalisée également? La justice, parfois, n'est pas un bout de la corruption, de la chaîne de corruption. Non, ils vous diront qu'il y a trop de dossiers. Oui, c'est le prétexte. Voilà, c'est le prétexte. Ils vous diront qu'il y a trop de... Moi, je n'ai pas encore amené une affaire à la justice où j'ai constaté que la justice est corrompue. Oui, mais le procès que vous semblez faire à la justice peut quand même se comprendre. Pour 10 millions d'habitants que nous sommes, nous n'avons qu'environ 250 magistrats. Vous pensez... non, 488, il paraît. Bon, vous pensez que c'est suffisant pour instruire tous ces dossiers-là et que la justice a tellement tort, les magistrats ont tellement tort de dire, mais nous n'avons pas les moyens, nous sommes en sous-nombre, etc. Non, moi je suis du côté des magistrats qui disent ça. Et c'est pour cela que je dis, il faut sortir ces dossiers de prédateurs du grand lot. Et les traiter séparément. Les traiter
séparément. Donner priorité à cette dossier-là. Merci, donner priorité à ces dossiers-là. Ça va nous faire rentrer beaucoup d'argent. Et demander à ces magistrats-là, lorsque vous faites le travail, quand c'est bon, vous aurez un pourcentage. Oui, il faut. Vous aurez un pourcentage. Ça fera que ils ne seront pas, ils ne subiront aucune pression de ceux-là qui ont volé notre État pour s'enrichir, pour aller construire des maisons, pour envoyer leurs enfants aux États-Unis où ils vont leur payer 15 millions par mois pour faire les études, pendant que les enfants, le plus grand nombre souffrent et que des gens s'asseyent encore sur les troncs d'arbres et que les enfants sont obligés d'aller faire les cours sous les manguiers. Non, écoutez, mettez en place ce petit collège de magistrats. 3 magistrats, ça suffit. Et dites-leur, comme font les douaniers, lorsqu'ils attrapent une marchandise frauduleuse, quand on amende l'importateur de la marchandise, dans l'amende, on paye un pourcentage aux douaniers. Il faut faire pareil avec le code des magistrats. Très bien. Alors, et vous verrez que, mais les choses vont commencer par s'estomper. Ça, je vous jure. Parce que ça va être l'épée de Damoclès qui va planer sur la tête de tout le monde. D'accord. De tout le monde. Alors, Martin Sogba, vous n'avez pas encore apprécié les premiers pas de la gouvernance de Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption. Non, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'ai encore rien vu d'alarmant. Moi, pour ma part, il y a des choses, mais elles ne sont pas encore alarmantes. Et il y a des choses, mais elles ne sont pas alarmantes. Quelles sont ces choses-là que vous avez vues, que vous avez relevées? Bon, ces choses que nous avions relevées, il y a eu des décisions, il y a eu des rétropédalages. Ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux encore analyser bien les choses d'abord avant de les... On a nommé des gens qu'on a sortis 2 ou 3 jours après pour les nommer encore ailleurs. Moi, je pense que ce n'est pas... Le Katoboula. Le Katoboula. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut réfléchir, il faut voir celui qui correspond au poste avec ses qualités en vérifiant bien aussi son diplôme. Parce que tout le monde veut être docteur dans notre pays aujourd'hui. Tout le monde veut se faire appeler docteur. Mais c'est pas normal. Depuis que, mais faites-vous appeler docteur de manière claire, de manière... Les 10 dernières années ont suscité des vocations. Vous devez comprendre ça. Oui, parce que le premier a dit qu'il est docteur. Et il y a d'autres qui ont subi même d'amers revers parce qu'ils se sont fait appeler docteur et ils étaient dans l'ancien gouvernement. On les a sortis parce qu'ils se faisaient appeler docteur au même titre que le premier docteur. Oui, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal que vous qui êtes dans la gouvernance, vous ne mettez pas l'accent sur le profil moral, l'intégrité de ces personnes qu'on nomme. Pourtant, ça fait partie des reproches qu'on fait au gouvernement Talon. Monsieur Virgile, si vous pouvez sortir des archives, vous verrez que nous avions plusieurs fois dénoncé ces genres de cas. Des ministres qui ont, dit-on, des casseroles et qui sont aujourd'hui hommes de place dans le gouvernement de Boni. Est-ce qu'on ne devait pas faire davantage attention à ces nominations de personnes qui, quand même, sont connues pour traîner des casseroles, pour ne pas être de bons exemples? On devait faire quand même un peu plus attention, vous ne pensez pas? Je suis du même avis que vous. Et c'est pour cela que je voudrais profiter de votre micro pour demander au président Patrice Talon de faire attention aux nominations. De faire véritablement attention aux nominations. Parce que nous sommes dans la rupture. Nous sommes dans un nouveau départ. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. Il y a des gens qu'on nomme encore aujourd'hui, mais qui posent problème. Qui posent problème. Il faut bien vérifier d'abord. Des gens sont là pour leur donner des informations. Mais ils ne se rapprochent pas de ceux-là pour prendre les informations. Vous savez, Jean-Baptiste Elias est là. Il a quantité d'informations. C'est une mine d'informations. Martin Asogba est là. Je suis une mine d'informations. Mais le bureau d'Alcré, c'est comme le CNHU. Ah bon, vous traitez des malades? Non, on traite des malades. De quelle manière? Des malades qui sont malades de la violation des droits de l'homme et de la mauvaise gouvernance. Ce sont ces malades-là que nous traitons.
Vous, notamment, on vous fait le reproche de ne pas avoir parlé lorsqu'on fait des nominations que certains estiment régionalistes. On parle même du centre universitaire ou d'université qui aurait été fermé dans d'autres régions, etc. Il y a un genre de tract qui circule ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez reçu ça. Bien sûr. C'est un tract parce que celui qui l'a écrit ne l'a pas signé. Mais le tract a été envoyé aussi à mon alter ego, Jean-Baptiste Elias, qui m'a dit que lui, il a appelé la personne qui a répondu. Et il a demandé à la personne qui a répondu de bien vouloir lui retourner la lettre à nouveau, mais signée cette fois-ci. Parce que ce qui nous est envoyé est comme un tract. Oui, mais la personne a mis un nom au bas de... La personne a mis un nom, mais on peut écrire une lettre et mettre mon nom. Mais c'est la signature qui va prouver que c'est véritablement celui qui a mis son nom. La signature aussi peut être trichée. La signature peut être trichée aussi, hein. Bon, mais déjà, si moi j'avais trouvé la signature au bas de la lettre, j'aurais appelé la personne. Mais la démarche que moi j'ai faite, c'est d'avoir appelé certains dont les noms sont cités dans la lettre. Mon nom y est, le nom de Jean-Baptiste y est, le nom de Laurent Métognon, le nom de Lokosu Dieudonné, le nom de Isseiko, le nom de Todjinou, Chadaré, le nom de Chadaré et le nom de j'ai déjà dit Jean-Baptiste. Oui, on a cité tout le monde. Voilà. Donc, moi, j'ai eu le temps d'appeler certains des syndicalistes là et c'est lundi que je dois encore les rappeler. Je sais que, comme je dois rencontrer mon alter ego ici aujourd'hui, vous m'avez annoncé qu'on sera les deux sur le plateau. Je me suis dit, bon, dès que lui va arriver, je vais lui en parler. Et je lui en ai parlé et il m'a dit que lui aussi l'a reçu. Mais lui, il a même déjà appelé la personne. Le premier numéro n'a pas marché, le deuxième aurait marché et la personne lui a répondu. Donc moi, je voulais qu'on fasse une réunion, nous tous, dont les noms se trouvent sur le truc, pour que nous puissions savoir quelle démarche entreprendre. Parce que c'est un tract. Le grand rendez-vous. Messieurs, ces derniers jours, vous avez sans doute suivi les résultats de ces audits révélés par le Conseil des ministres où on parle de plusieurs milliards empochés sans effort et surtout sans bruit dans le juteux secteur des véhicules d'occasion. On parle de la coquette somme de 25 milliards de francs CFA méthodiquement pillés, mais que les acteurs de la filière eux-mêmes disent sous-évalués. Apparemment, ce scandale révélé par les audits vous a autant surpris que les citoyens ordinaires. Étiez-vous au courant de ce qui se jouait à la Ségum et qui fait l'actualité depuis plusieurs jours, Jean-Baptiste Elias? Non, jusqu'à ce que l'on ne mette sur la place publique les résultats de cet audit, nous au FONAC, nous n'avons pas l'information de ce qui se passait dans ce service. Je veux rappeler que s'il faut prendre au mot le ministre des Infrastructures et des Transports, le dossier concerne 149 milliards 306 millions de francs CFA sur les 4 ans. Il ne s'agit pas de 25 milliards. C'est 149 milliards. 149 milliards 306 millions de francs CFA. Qui ont été distraits, c'est ça? Le dossier, c'est ça le dossier. Et qu'il faut clarifier. D'accord. Première chose, nous, au FONAC, nous nous sommes intéressés aussitôt à ce dossier-là. Et nous avons cherché maintenant, nous commençons par chercher les éléments nécessaires pour nous faire une idée réelle de la situation. Nous n'avons pas encore fini, mais pour l'instant, nous avons écouté ce que le Conseil des ministres a dit. Nous avons écouté et nous avons le document en main de ce que le ministre des Infrastructures et des Transports a dit. Nous avons écouté ou lu ce que Ségub a dit. Nous avons également lu ce que une des sociétés mises en cause a lu. Et nous sommes en train de chercher... sans doute Djanotin Valentin. Nous avons écouté effectivement le ministre Djanotin, l'honorable Djanotin. Et nous avons écouté également le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République dans ce dossier-là. Alors pour nous, il nous manque un certain nombre de pièces. 1. L'accord que l'État a signé avec Ségum. Il nous faut ça. Parce qu'il y a des révélations très graves. On nous dit, par exemple, dans ce dossier, que on a remis de l'argent à un certain nombre de personnalités
à un certain nombre de sociétés sans que des activités ne soient réellement menées. Deuxièmement, c'est des gens qui ont été payés sans avoir rien fait. Voilà. Deuxièmement, Ségub dit, rétorque dans son communiqué que j'ai dans ce studio, ah mais non, nous là, nous sommes restés là, le ministre de tutelle nous a écrit et nous a dit de donner tel montant à telle société. Point. Et nous, on a exécuté. C'est grave. On peut se poser la question de savoir si Ségub est devenu un guichet du trésor public quand même, non? Alors, si c'était le cas, il faudrait qu'on sache ce que le contenu de l'accord signé entre l'État et Ségub. Est-ce que Ségub peut se lever seulement et remettre l'argent parce qu'un ministre lui a dit donne 10 francs à telle personne et il a donné 10 francs? Ou bien Ségub peut quand même vérifier un peu pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? À quoi correspond les 10 francs qu'on me demande de vous donner? Quelle est la facture? Est-ce qu'il y a eu rien de tout ça là? Donc pour l'instant, nous sommes à la recherche des informations et nous demandons aux uns et aux autres qui nous écoutent en ce moment, tous ceux qui ont des informations complémentaires doivent pouvoir nous les donner et on fera une grande émission avec un grand déballage sur le dossier dès que nous aurons toutes les preuves. D'accord. Martin Assogba, vous avez suivi tout ça. L'ancien ministre de l'économie portuaire était la vedette des plateaux de télévision au cours de la semaine écoulée. Et en guise de réponse à l'accusation de pillage clairement portée contre le régime auquel il a appartenu, Valentin Djanotin s'efforce de plonger l'actuel ministre d'État, secrétaire à la présidence de la République, qui lui aussi répond et banalise. Comment appréciez-vous ce micmac télévisé? Je me suis posé une question. Je voudrais savoir si M. Djanotin reste et demeure ministre porte-parole de l'ancien régime. Il est député à l'Assemblée nationale. Mais député, il est venu parler en tant que député? Peut-être non. Porte-parole des députés FCBE, qui sait? Mais il ne s'est pas présenté comme tel. C'est là où moi j'ai été déjà étonné. Il était le ministre de tutelle au moment des faits. Il était le ministre de tutelle au moment des faits. Mais pourquoi c'est lui qui vient répondre? Il est accusé, non? On a appelé son nom. Les faits l'accusent, non? Il était le ministre de tutelle, j'ai dit. Ah, il a été seul ministre de tutelle? Oui, mais quand Ségub dit que le ministre a donné l'ordre d'envoyer de l'argent. Je pense qu'après lui... Qu'est-ce que vous voulez insinuer, Jean-Baptiste et Martin Assogba? Ce que je veux insinuer, c'est très simple. Je voudrais savoir si lui-même n'a pas eu quelque chose. Parce il est venu dire qu'il y a quelqu'un qui serait mêlé et qui se trouve maintenant dans le nouveau gouvernement, avec le nouveau régime de rupture. Alors, lui-même, est-ce qu'étant ministre de tutelle à l'époque, n'a pas touché un seul copec dans cette affaire-là? Qui nous disent lui-même... Il a dit qu'il est blanc comme neige. Hein? Mon œil, blanc comme neige. Je ne peux pas encore en savoir. Mais ce ne serait que lui-même, puisque c'est lui-même qui est venu s'offrir maintenant. Il est venu s'offrir à nous en passant sur les chaînes pour accuser un autre. Quand tu es venu accuser quelqu'un, tu connais le dossier de ce dernier. Quelle est ta part dans ce dossier toi-même? Il n'a qu'à commencer par nous le dire aussi. Moi, je savais qu'un jour, cette histoire de véhicule d'occasion va être explosif. Je le savais. Parce que c'est là où les gens prennent le pain, le beurre et l'argent du beurre. Oui, mais est-ce que la réplique... Une minute. Parce que le président, en son temps, M. Boni Yahi, avait parlé beaucoup sur ce dossier-là et avait dit que les jeunes qui géraient l'affaire, qui étaient les enfants du feu président Mathieu Kérékou, Défi emploi jeune. Merci, Défi emploi jeune. On avait fait le procès à Défi emploi jeune en son temps. Et le président Yahi, à son temps, avait dit que les sous qui proviendront de cette activité seront budgétisés. Mais ça a été budgétisé combien de fois et quand? Et ça a rapporté quoi? Après, on n'a plus rien entendu. Donc, ils en ont fait leur vache à traire. Ça a été budgétisé dans les marches, de remerciements, voilà, les messes, etc. Voilà. Et bien évidemment, toutes ces activités devaient provenir, devaient être financées de quelque part.
Évidemment. C'est ça. Oui, parce que l'argent ne venait pas du ciel non Et plus. c'est pour cela que moi, j'étais sûr que le scandale va s'éclater un beau matin. Oui, mais Ça n'a pas manqué. Mathieu Sogba, la réplique de Pascal Yorinde Koupaki à Dianotin, ça vous a convaincu ça? Bon, oui, ça m'a convaincu parce que lui, il a dit que à partir du moment où le dossier doit être transmis ou a été déjà transmis devant les tribunaux, que si on doit l'appeler, il ira répondre. Oui, mais est-ce qu'il s'agissait de la pertinence même de ce GUB? Est-ce que c'est de ça qu'on l'accusait, donc Dianotin? Ah non, ce n'est pas, voilà. On ne l'accusait pas du fait d'avoir dirigé en son temps la mise en place de Ségub. Mais on l'accuse du fait que lui aussi, il aurait touché des pactoles. Mais lui n'a pas répondu dans ce sens-là. Mais je pense que même la réponse qu'il a donnée finira par le rattraper si entre-temps, il avait touché quelque chose. Alors, Jean-Baptiste Elias... Parce que tous se défendent pour dire non, moi je n'ai rien fait. Oui, bien sûr. Jean-Baptiste Elias, vous avez écouté Dianotin Valentin. On dit, écoutez, il y a prédation importante, n'est-ce pas, au niveau de la Ségub, véhicules d'occasion et tout ça. Voilà, le régime précédent est accusé, etc. Et puis, Valentin Dianotin arrive, et qu'est-ce qu'il nous dit? Koupaki aussi est dedans. Est-ce que ça, c'est vous qui êtes habitué à ce genre de choses, est-ce que c'est une ligne de défense normale? Vous y comprenez quelque chose là? J'ai été surpris de cette façon de se défendre. Mais comment? Lui, il ne peut pas parler. Comment? Il n'a qu'à venir débat contradictoire. Mais oui, nous sommes habitués au débat contradictoire. Nous aimons même le débat contradictoire. Mais il faut que le débat contradictoire apporte quelque chose pour éclairer les lanternes des uns des autres. Il aurait été bon que l'honorable député Dianotin dise au peuple: voici ce que je reproche à monsieur Koupaki. Dans ce dossier, il a perçu tel et tel montant. J'étais à l'époque au gouvernement, j'ai la connaissance de ce que je dis, j'ai les preuves de ce que je dis, et une fois qu'il aurait dit ça, nous, organisation de la société civile, nous allons nous saisir de ce dossier-là pour amplifier la situation et inviter maintenant la clarification afin que le débat contradictoire ait lieu. Donc vous pensez que ces accusations manquent de précision? Mais bien sûr, à l'étape actuelle, ça ne suffit pas pour qu'on puisse demander un débat contradictoire pour éclairer quoi, puisqu'il n'a rien dit de concret. Alors, ce qu'il a dit de concret quand même que j'ai noté, il dit, il semble qu'on est en train de diaboliser l'ancien régime pour permettre à ce que le nouveau régime aussi puisse donner la filière à ses militants. Le mot aussi là, dans ce qu'on a relevé de la bouche de M. Dianotin, a été important pour nous. S'il dit aussi... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants de son groupe à l'époque... ont pillé oui, il a reconnu que donc ces militants on avait donné le dossier à ces militants, à leurs militants à eux à l'époque, pour piller bien la société. Mais n'aurait-il pas été bien que Dianotin Valentin nous dise oui, voilà, ce dont on accuse l'ancien régime, le régime auquel j'ai appartenu, c'est faux ou c'est vrai? Voilà. Parce que de son intervention, moi je ne sens pas avoir compris que ce dont on les accuse est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est ça que je disais, il fallait qu'il nous apporte quelques éléments qui vont nous permettre de dire voici la ligne tracée par M. Dianotin, et sur cette base-là, si c'est nécessaire de demander un débat contradictoire, on le demandera. Mais, je dis une fois encore, le fait d'avoir dit, pour donner aussi aux militants de l'actuel régime, ça veut dire qu'il reconnaît implicitement que eux, ils ont donné à leurs militants avant de piller la filière. Oui, mais l'autre accusé, Pascal Yorinde Koupaki, dans cette affaire-là, est-ce qu'on peut supposer qu'il était à la table du gouvernement et il avait connaissance, sans avoir connaissance de tout ça là? Est-ce qu'il n'a pas péché par silence tout au moins, Elias Jean-Baptiste? Ça dépend, puisqu'il n'a jamais été ministre de l'économie maritime à l'époque. Et selon ce que Ségub a dit dans son communiqué que j'ai sous la main, il dit, nous, on a donné l'argent aux structures que le ministre de tutelle nous a dit, avec papier et lettres à l'appui, donner tel montant à telle structure. Si un ministre de ce genre le fait, et que Ségub s'exécute pour donner l'argent à telle structure, tel montant, l'autre qui est ministre, autre chose, il était développement, après les ministres des Finances, il peut ne pas le savoir réellement. Du gouvernement. Donc, il peut ne pas le savoir. Maintenant,
Si le ministre ayant donné ses instructions à Ségub, par écrit, comme Ségub l'a dit, est venu rendre compte au gouvernement pour dire, bon voilà, j'ai envoyé une lettre à Ségub, je lui ai dit de donner tel montant à telle et telle société, et que le conseil en a eu connaissance et qu'il y a eu un relevé du conseil des ministres, le ministre Koubaki ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Oui, Jean-Baptiste Silas, moi je suis un parfait analphabète des questions de finances publiques, mais est-ce que logiquement un ministre des Finances peut instruire une structure comme ça, on appelle ça guichet unique, pour payer des prestataires de l'État comme ça? Est-ce que ça se fait? C'est catholique ça? Dans l'orthodoxie normale, c'est non. Mais voilà pourquoi je dis, avant d'apprécier, il nous faut le contrat de concession signé entre l'État et Ségub. Si dans le contrat signé entre l'État et Ségub, il est dit expressément, signé par toutes les parties, que le ministre de tutelle envoie une lettre à Ségub pour identifier de remettre de l'argent à telle structure, tel montant. Si c'est écrit comme ça dans le contrat de concession, Ségub n'aurait commis aucune faute en le faisant. Maintenant, si ce n'est pas écrit comme ça, eh bien, la justice fera le point pour savoir qui a raison, qui a tort dans cette affaire-là. Parce que, normalement, on ne peut pas payer un montant à quelqu'un, et surtout que nous sommes face à 149 milliards sur les 4 ans, on ne peut pas payer un montant à quelqu'un sans lui demander, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi la preuve de ce que vous avez fait. Où est votre facture? Est-ce qu'une équipe a réceptionné ce que vous avez fait? Est-ce qu'on a vérifié que ce que vous avez fait est réellement fait? Avant de payer. Si ce n'est pas le cas et que dans la concession, il est écrit expressément, je dis bien expressément, que le ministre de tutelle vous envoie une lettre seulement pour dire payez tel montant, telle structure, exécutez-vous. Bon, Ségub serait donc innocenté dans l'affaire. Mais il faudrait voir le document. Et lorsque M. Djenoté vient à la télévision réclamer un débat contradictoire, c'est pour chercher à faire noyer le dossier. Non, comment vous pouvez dire ça? Si, je le dis parce que... Il demande un débat contradictoire pour clarifier les choses, non? Il n'a qu'à me dire combien de débats contradictoires, eux, pendant qu'ils étaient aux affaires, ont permis d'avoir. Parce que nous leur avions toujours réclamé des débats contradictoires en leur temps. Mais ils n'ont jamais bougé le petit doigt. Moi, je me souviens qu'en 2012-2013, Alcré a donné 3 conférences de presse pour dénoncer l'achat des intrants. Et nous avions dit, si le ministre de l'Agriculture de l'époque n'était pas d'accord sur nos dits, nous avons les dossiers, j'en ai partagé avec des journalistes pendant les 3 conférences, que le ministre n'a qu'à venir pour qu'on fasse le débat contradictoire. On ne les a jamais vus. Ils ne sont jamais arrivés. Moi, je pense que ce que M. Djenoté, honorable aujourd'hui, s'il veut aboutir, il n'a qu'à rester Djenoté en justice. Koubaki, vous voulez dire? Il n'a qu'à rester Koubaki en justice. Oui, pour que Koubaki réponde de son implication dans le retrait des fonds de la filière véhicule d'occasion dont on parle. D'accord. Alors, c'est ça. Monsieur, si vous le permettez, il y a des Béninois qui sont amnésiques. Hein? Tout le monde ne peut pas être amnésique. On dit, nous on ne dit rien, nous on ne parle pas. Mais nous avons beaucoup parlé, mais on n'avait pas d'oreille pour nous. Très bien. Alors, peut-être que vous allez vous aurez votre oreille pour moi. Je vais poser une question. Oui, une minute. Nous avions eu, au prime abord en 2006, nous avons beaucoup supporté le gouvernement et le régime de Yahi Boni. C'est quand on a commencé par voir que il n'y avait plus de normes dans tout ce que l'on fait. C'est ça qui nous obligeait à sortir de notre gond tout le temps. Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans le soutien du nouveau régime aussi, du régime de Patrice? Si on vous le reproche quand même de soutenir le nouveau régime, ce n'est pas votre mission ça, non? Écoutez, nous ne soutenons pas le nouveau régime, mais nous observons. Et moi j'ai dit, mon travail ne commencera qu'après 6 mois, comme je l'avais fait avec l'ancien régime.
Très bien. Ça c'est votre méthode. Alors, je vais vous poser la question. Je la pose depuis quelques semaines à tous ceux qui passent ici. Et je vous la pose également à votre tour. Vous êtes certainement au courant de tous ces chiffres faramineux rendus publics par le ministre des Finances. Un endettement de 1200 milliards de francs CFA contracté sur les 3 derniers mois du mandat de Boni Yayi. Une dette intérieure de 162,5 milliards, dont 17 milliards consacrés au seul voyage de nos officiels en 2015. On dit même que dans ces 162 milliards se dissimuleraient des dettes fictives de gens qui n'ont fourni aucun service à l'État, mais qui ont adressé des factures au trésor public pour se faire payer. Que dites-vous de tout ça, Jean-Baptiste Elias? Ben, prenons l'exemple de la dette intérieure. C'est plus intéressant pour tout le monde parce que sur la base de ça, on parle de morosité, on parle de l'économie qui ne tourne pas, etc., etc. Premier élément, il faut payer les dettes intérieures pour que l'économie tourne. C'est ça qui va faire la relance. Ça, c'est le b.a.-ba, n'est-ce pas, de l'économie, tout le monde connaît ça. Mais, faut-il payer pour payer? Faut-il payer des prestations qui n'ont pas eu lieu? Des prestations fictives. Faut-il payer parce qu'on a trouvé seulement une facture? La question est là. Et de ce point de vue, il y a un minimum de vérification à faire, même si on ne fait pas ça. Tous ceux qui s'empressent à dire on ne doit pas vérifier, mais on tort. On doit, je répète, on doit vérifier. Vous avez eu telle commande, où est le bon de commande? Vous avez livré tel produit ou tel élément, c'est où la production, c'est où les produits. Ensuite, la commission a-t-elle réceptionné, c'est où le bordereau de réception. Avez-vous adressé votre facture après avoir joint toutes les autres pièces? Oui, très bien. On va vérifier tout cela et une fois que c'est OK, on doit pouvoir vous payer. Engranger, n'est-ce pas, par une dette qu'on a eu à faire, on doit pouvoir payer tout le monde. Et ceux qui n'ont pas fait des prestations et à qui on a demandé en dernière minute, quelques jours ou quelques semaines avant la fin du mandat, envoyer facture seulement, mais ils doivent pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, Mathieu Sogba, sur la question? Oui, mais c'est normal. Je vous ai dit, le 24 avril déjà, juste à la prise de fonction, le 6 avril, du nouveau président, du nouveau régime, nous avons donné une conférence de presse pour clarifier tout ça là. Pour demander, nous avons même dit que le bureau BAG là, bureau de l'auditeur général. L'auditeur général fonctionnait et sur du faux. Comment ça? Oui, mais on a dit qu'il fallait le premier responsable doit être recruté sur appel à candidature. Mais on a coopté quelqu'un. Et nous on a dit qu'il faut vérifier cette... C'était le premier mandat, on pouvait se... On pouvait faire... même. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les tests ne sont pas pris pour être violés comme ça. Ah, d'accord. Violemment, comme dirait l'autre. Et tous les tests, en 2006 jusqu'en 2016, à l'orée de 2016, ont été violés. Il n'y avait plus de normes. Donc nous avons dit que pour payer les dettes intérieures, pour réchauffer les activités à l'interne et pour permettre aux entreprises qui ont travaillé honnêtement pour certaines et qui sont allées passer de l'argent à la banque et qui attendent d'être payés. Et qui attendent d'être payés depuis des années. Depuis des années. Mais moi, écoutez, je sais ce que c'est que faire un prêt à la banque. Hein. Votre carton saigne. Ça saigne. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans le déficit et vous payez l'agio des agios. Donc, il faut vite faire, mais il faut contrôler d'abord. Voilà. Parlant de dette intérieure, Jean-Baptiste Elias, il est souvent revenu que Patrice Talon ne paye peut-être pas les autres prestataires, mais se presse de payer les dettes coton, donc de ce pays. Est-ce que ça vous a interpellé ça, même si vous n'avez pas les preuves de ce qui est avancé, comme vous l'avez dit tantôt? Oui, effectivement, nous avons été touchés par plusieurs sources. Je ne livre aucun secret. Le représentant de France 24 a téléphoné au FONAC pour nous parler donc de ces montants qui ont été fournis à 3 sociétés que l'on qualifie de très proches du président de la République, et Sodeco, SDI et consorts,
puisque de toute façon, on a eu l'arrêté, n'est-ce pas, qui autorise le paiement de ce que l'État doit à ces sociétés-là. Et une fois que nous avons une information tout de suite, France 24 a voulu nous interroger, nous leur avons dit, attendez d'abord, nous allons faire les recherches. Premièrement, nous voulons savoir si ce n'est que ces 3 sociétés-là qui sont payées, parce que nous avons qu'il y a 160 milliards pour les dettes intérieures à payer. Deuxièmement, nous voulons voir les autres arrêtés, est-ce que les autres ont été payés? Et une fois qu'on aurait fait ce travail-là, nous avons commencé déjà, et France 24 nous a contactés jeudi dernier, et nous avons commencé ce travail-là de recherche. Et nous leur avons dit, dès que nous allons prendre le nécessaire pour avoir les informations, eh bien, nous pourrons donc effectivement répondre à leurs questions. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas encore la situation. On a vu les 3 arrêtés qui ordonnent de payer ce que l'État doit à ces sociétés-là. Maintenant, les autres sociétés, nous ne les avons pas encore. Si aujourd'hui, comme nous le disons, d'autres personnes sont en mesure de nous aider très rapidement à avoir le point de la situation de ce qui est payé, eh bien, nous pourrons ça pourra vous aider. Voilà, Alors, est-ce que M. Da Silva Francis, est-ce que ces sociétés aussi sont payées déjà? Je ne sais pas encore. Les 3 sociétés que je viens de citer n'appartiennent pas à M. Da Silva pour l'instant. Écoute, il vous appellera pour répondre, Mathias Sogba. Parce que M. Da Silva aussi s'est plaint de Oui, nous l'avons reçu ici. Il a parlé d'une vingtaine de milliards qu'on lui devrait, etc. Il faut, s'il y a les moyens pour payer les autres, il faut payer alors tout le monde dans ces dossiers-là. Oui, mais est-ce que ce n'est pas là que viennent donc les conflits d'intérêts qu'on aurait dû éviter au sommet de l'État, puisque Patrice Talon, Maya du Coton, Francis Da Silva, Maya du Coton, ce ne sont pas forcément des amis en concurrence, voyez-vous. Ça dépendra de ce que nous allons faire, puisque les dettes en question ont été contractées sous le régime du président Yahya Boni. Donc, c'est pas sous le régime du président Talon que les dettes ont été contractées et vis-à-vis donc de l'État. Alors, ni M. Patrice Talon, ni M. Da Silva Francis n'étaient au pouvoir à l'époque. Maintenant, la nature a voulu que M. Patrice Talon soit au pouvoir aujourd'hui. Il a pour mission de payer toutes les dettes réelles et éligibles. Je répète bien, toutes les dettes réelles et éligibles que l'État a contractées vis-à-vis des tiers. Et si là-dedans, il y a bien entendu la dette de M. Da Silva Francis, il n'y a pas de raison qu'on ne le paye pas. Alors, ça, ce n'est pas des dettes, mais le nouveau gouvernement cite comme l'une de ses priorités la lutte contre la corruption et surtout la reddition des comptes dus par l'équipe précédente. À votre avis, quelle suite doit-on aujourd'hui donner à ces affaires célèbres de corruption compilées au cours des 2 mandats de Boni Yayi, ICT Service, Sensad, Maria Gleta, Machine Agricole, chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale, PPA 2, etc. On en fait quoi? On enterre tout ça au cimetière des affaires classées et puis on recommence, Jean-Baptiste Elias? Jamais, on ne va jamais enterrer ces dossiers. En tout cas, le FONAC, je fais confiance à mon collègue Martin Sogba. Nous n'allons jamais nous taire pour qu'on enterre ces dossiers-là. Jamais. Je suis sûr, il est là et il va répondre, vous allez entendre. Nous, au FONAC, on a déjà fait plusieurs réunions là-dessus. Et chaque fois que nous avons rencontré les ministres dont je viens de vous parler tout à l'heure, nous avons soulevé la nécessité de réchauffer tous ces dossiers-là. De les mettre encore sur la table pour qu'on puisse les traiter. Et j'ai répété à plusieurs reprises, à plusieurs ministres, que les partenaires techniques et financiers attendent, en tout cas, les dossiers qui sont en instance et qui sont des sales dossiers, comme on peut le dire, des dossiers de gouvernance mal conduits, n'est-ce pas? Ces dossiers-là mal conduits doivent revenir pour qu'on puisse en parler. Et nous, déjà au FONAC, nous prenons la disposition pour réchauffer très bientôt certains dossiers encore. Des conférences de presse auront lieu pour que nous puissions demander à ce qu'on ouvre rapidement ces dossiers-là et qu'on en parle. C'est vrai que nous disons tous les jours qu'il faut que la réforme arrive et que les ministres cessent d'aller devant la haute cour de justice. Il faut que les ministres répondent devant les juridictions normales parce que ici, Foubouraï Maladi, paix à son âme, il faut 5 minutes pour être ministre, il faut 5 minutes pour cesser d'être ministre. Pour être ministre, il n'y a aucun concours, il n'y a aucun diplôme que l'on passe pour être ministre. Donc, il n'y a pas de raison que ces ministres soient là et qu'aujourd'hui, des pauvres citoyens qui ont reçu des instructions de ces ministres-là soient en prison et que le ministre circule allègrement parce que
une haute cour de justice n'a pas pu les poursuivre. De ce point de vue... Cela fait que certains disent, même on l'a lu sur les réseaux sociaux, au Bénin, c'est le pays où les voleurs de moutons peuvent être braisés et les voleurs de milliards sont applaudis. Oui, c'est ça. C'est dommage. Mathieu Sogba. L'école blanc, oui. Mais écoutez, sur les dossiers... Je suis allé même jusqu'à proposer. Ma référence, c'est le 24 avril, où nous avons donné une conférence de presse. Je pense que monsieur Awansé était là. Au CPA. Au CPA. Nous sommes allés même jusqu'à dire que pour pouvoir creuser dans les anciens scandales, pour nous dire qui a fait quoi et qui a touché quoi. Parce que nous savons que l'ancien régime a tout le temps promu les prédateurs et a combattu les bâtisseurs. Et qu'il faut prendre les passeports des prédateurs de tous les ministres. Mais on n'a pas encore fait on pourrait le faire en dehors de la justice. Mais c'est à titre conservatoire. Et on peut le faire en dehors de la justice. Mais est-ce que monsieur Yaïboni n'a pas pris les passeports de certains ici dans ce pays en dehors de la justice? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'est pas parce qu'il a fait que c'est réglementaire, Mathieu Sogba. Je sais que c'est... Vous l'aviez dénoncé même à l'époque. Mais bien sûr, pour ce que je dis là, ceux qui ont pillé nos économies ne doivent pas s'évaporer. D'accord. Je constate que vous deux êtes sur la même, sur la même ligne. Tels que se sont évaporés ceux qui ont pris l'argent du PPA2, des gens que j'ai reçus dans mon bureau. J'ai reçu Kodo Rémi dans mon bureau, après avoir fait une émission dans votre studio ici, sur le PPA2. J'ai écrit au président. Et qu'est-ce qu'il est venu dire? J'ai écrit à monsieur Yaïboni, en son temps, pour lui dire, les gars sont dans le pays en train de circuler. Mais vous aurez pu le garder dans votre bureau. Ah non, je ne suis pas de la police, ni de la gendarmerie. Alors, j'ai fait mon travail, d'information. Très bien, chers invités, avant de peut-être laisser le standard à quelques auditeurs pour nous appeler, je voudrais vous poser une dernière question. Une dernière question qui apparemment peut vous paraître hors sujet. Le président de la République, je veux dire, tient dans ses objectifs la révision de la Constitution avec l'option du mandat unique. Quand on sait le rôle que vous aviez tous deux joué pour empêcher Bouniaï de refaçonner notre loi fondamentale, on a envie de vous demander quand même ce que vous pensez de ce projet présidentiel rapidement sur le mandat unique, Jean-Baptiste Elias. Le FONAC a été écouté par la commission Djogbenou sur toutes les réformes institutionnelles et judiciaires. Sur le dossier du mandat unique, le FONAC a fait une option. Le FONAC est d'accord pour le mandat unique, mais nous avons proposé, non seulement devant la commission, mais nous avons écrit pour remettre un document à la commission, mandat unique, 7 ans. Voilà ce que nous avons proposé et nous pourrons rapidement, en 2 secondes, dire quelque chose. Allez-y rapidement. Les Béninois oublient. Nous avons ici au Bénin des institutions de la République qui ont mandat unique, personne n'a dit mot. La HAC. Et la HAC par exemple. C'est 5 ans, mandat unique, une seule fois. Nous avons vu des gens de la RB qui sont passés par la HAC, ils n'ont rien dit. Nous avons vu des gens de FCBE qui sont passés par la HAC, ils n'ont rien dit. Nous avons vu des gens de PRD et autres là qui sont passés par la HAC, ils n'ont rien dit. Deuxième élément. Mais la HAC, c'est pas la présidence de la République. Oui, d'accord, mais c'est une institution. Elle fait partie des institutions de la République, institution constitutionnelle. Deuxième élément, qui n'est pas constitutionnel, la Sénat. La loi qui a institué la Sénat permanente a dit mandat unique 7 ans. Personne ne s'est offusqué non plus. Donc, ce ne serait pas nouveau. C'est pas trop nouveau. C'est pas nouveau. Depuis 90, nous avons la HAC qui a un mandat unique de 5 ans et beaucoup de gens s'y sont accommodés. Tout le monde est rentré là-dedans. Nous, au FONAC, nous sommes d'accord. On a proposé 7 ans. Très parti le gouvernement, nous ne savons pas. Mathieu Sogba. Je suis adepte du mandat unique. Comme par hasard. C'est curieux. Oui. Mandat unique, je suis d'accord. Et je vais vous faire mes démonstrations. Oui, très rapidement. Voilà. En 1 minute, pas plus. D'accord, ok. Écoutez. Le second mandat de Yaïboni était de trop. Pourquoi? Ah oui, c'est sous ce mandat-là que nous avons connu tous les affres. Nous avons entendu les Nyéwé. Oh, bon. Oui. Ça, c'est anecdotique. Le président était en campagne. Oui, parce que on a vu que
une fois qu'on a pu avoir le second mandat, qu'on pouvait s'éterniser au pouvoir. Et qu'on devrait tout faire pour réaliser la Constitution, pour rester. Parce qu'on avait la machine en main. On avait la technique en main. On avait des militants partout. On a quadrillé le pays. Mais, mandat unique. Vous avez toujours été pour le mandat unique ou c'est maintenant que vous avez découvert cette nouvelle vocation? Non, je n'avais jamais été pour le mandat unique. Mais les raisons qui ont été données par le candidat qui est devenu président de la République, ce sont ces raisons-là Qui vous ont convaincu? qui m'ont convaincu. Donc vous aviez déjà adhéré au candidat comme ça pour ces raisons-là? Ne m'amenez pas sur une autre piste. Ça, Alors, c'est une question piège. Très bien. Je ne tomberai pas dans votre piège, monsieur Virgile. Très bien, Mathias Sogba, on va peut-être prendre les auditeurs si Quand vous le on voulez parle bien. de mandat unique, Oui. mais écoutez, si le président Patrice Talon, tel que lui-même l'a promis, s'il fait bien et que nous le portions vraiment en triomphe comme il a promis, vous pensez que celui qui va venir au pouvoir une prochaine fois ne sortira pas de son rang? La personne sortira bel et bien de son rang. Parce que s'il fait bien et qu'il nous dit, et qu'il dit au peuple, voilà, moi je m'en vais, mais je vous propose quelqu'un pour que je puisse l'aider aussi à mieux faire. C'est pas une monarchie ici, c'est une république et c'est pas élection qu'on se fait élire Mathias Sogba. Oui, bien. Alors si vous le permettez, il y a des auditeurs qui sont en ligne, on va les prendre et puis on revient dans le studio. Bonjour auditeurs en ligne. Oui, bonjour mon cher ami Adon. Oui, bonjour, à qui avons l'honneur? Oui, c'est Valentin Ayonou de Thionville. Oui, monsieur Ayonou, allez-y pour vos Merci, questions. je dis bonjour à vos invités. Bonjour Ma première question va directement au niveau de monsieur Jean-Baptiste Elias. Monsieur Jean-Baptiste, Oui. est-ce que vous avez déjà orienté vos démarches vers vos audits vers l'agence foncière pour l'habitat? Parce que ce que nous avons constaté dans ce domaine, vraiment, c'est agaçant. Si vous faites un tour dans ces logements sociaux, vous verrez que c'est les herbes qui ont pris d'assaut ces logements. Et nous demandons quelle politique ils ont orienté dans ce sens que les gens n'ont pas pu avoir accès parce que nos démarches prouvent que même si vous êtes de catégorie D, C ou B, vous n'avez pas du tout l'accès à ces logements qui coûtent excessivement cher. Monsieur Jean-Baptiste Elias, je vous prie vraiment d'aller dans les locaux de l'agence foncière pour l'habitat. Très bien. Ma deuxième préoccupation... Oui, allez rapidement s'il vous plaît. Oui, le dossier filière véhicule. Pourquoi le gouvernement Talon n'a pas voulu faire le contrôle à partir de 2006, monsieur le journaliste? C'est mes deux questions. Je vous laisse lancer. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur Ayonou. Un autre auditeur est-il en ligne? Bonjour. Il est parti, il semble. Oui, il y a un autre bonjour. Oui, Bonjour, allô? auditeur en ligne à qui avons l'honneur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. On m'appelle Kéké Robert. Je voudrais poser deux Kéké questions. Robert, vous avez dit? Oui, Kéké Ifani. Bon, je voudrais poser deux questions, une à Elias et l'autre à Sogba. Monsieur Elias, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, je pense qu'avec la suspension du concours frauduleux dont vous avez décrié tout le temps, je pense qu'il doit vous animer. En dehors de ça, est-ce que vous avez eu les propos de l'ancien ministre Aboubakar hier, Yaya, qui disait que le gouvernement ne peut pas annuler cette position? Qu'est-ce que vous lui dites à lui et à ceux qui sont comme lui? La deuxième question, c'est à l'autre, M. Assogba. M. Assogba, quand moi j'ai vu les parties de votre assassinat, c'est-à-dire les coups que vous avez reçus pour votre assassinat, moi je me dis souvent que vous couchez avec la mort. Ce dossier-là, c'est à quel niveau? Et les 10 millions, comme la caillotte là, qui servaient peut-être à payer votre silence, ces 10 millions sont à quel niveau? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, c'est Armand Kouassi. Oui, monsieur Armand Kouassi, allez-y pour vos questions. Oui. Et bonsoir, monsieur Elias et monsieur Mathias Sogba. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pour vous dire que, est-ce que, en tant que le ministre Koupaki a fait conseil des ministres, est-ce que le nom de
Denotin a été dit dans ce dossier-là. Mais pourquoi elle est venue au créneau pour dire de n'importe quoi? C'est pas bien. Non, on ne peut pas dire qu'il a dit n'importe quoi. Il est venu donner son opinion. Monsieur Kouassi, il n'a pas dit n'importe quoi. Il est venu donner son opinion, vous le savez bien. Ok, excusez-moi alors. Si lui-même entend, il était dans le gouvernement actuel, est-ce qu'ils pourront nous dire exactement comment ce dossier a été traité? C'est pas normal. D'accord. Les sous qu'on a, qu'ils ont partagés là, au moins dans notre pays, ça peut faire au moins 200 km de voies pour nous. Les écoles sont là. Très bien, monsieur Kouassi, merci pour votre intervention. On a compris votre désarroi qui est partagé par la plupart de nos compatriotes au regard de ces montants quand même qui font frémir. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? J'ai une seule question à poser. À qui avons l'honneur, monsieur? Mignanou Kokou. Comment? Kokou Mignanou. Mignanou Kokou Stéphane. Mignanou Kokou Stéphane. Oui, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Je salue vos invités. Messieurs les invités, nous sommes dans un pays où on a entamé les réformes administratives et institutionnelles. Est-ce que vous connaissez réellement le salaire que gagne un producteur de véhicules administratifs au Bénin? Sinon, que faites-vous pour aider le gouvernement talon pour améliorer leurs conditions de vie dans la fonction publique? Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, monsieur Kokou Stéphane, d'avoir glissé votre question. C'était pas le propos de notre émission, mais bon, enfin, vous l'avez posé quand même, votre question. L'autre est là. Non, ils sont partis. Très bien, nous revenons en studio ici pour aborder ces quelques questions posées par nos auditeurs. Monsieur Ayonou a interpellé Jean-Baptiste. Enfin, Jean-Baptiste Elias lui a suggéré d'aller faire un tour à l'agence foncière pour l'habitat parce qu'il y a des choses anormales qui s'y produiraient. Peut-être que vous découvrirez, on n'en sait rien. On a parlé des véhicules d'occasion. C'est toujours M. Ayonou, véhicules d'occasion. Pourquoi est-ce que les audits n'ont pas commencé à partir de 2006? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Oui, non, je vais répondre à la question. D'abord, pour le premier élément, c'est-à-dire la première question. Oui, j'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission que nous avons rencontré 17 ministres. Et nous avons effectivement rencontré le ministre du cadre de vie et du développement durable. Monsieur Didier Tonato. Donc nous l'avons rencontré déjà, effectivement. Le FONAC l'a rencontré et pendant plusieurs heures d'ailleurs. Et nous avons abordé un peu tous les sujets. Mais spécifiquement en ce qui concerne les logements sociaux, nous ne l'avons pas abordé parce qu'on n'avait pas de questions sur ça. Mais il nous a dit, à chaque fois qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas, appelez-nous dès demain lundi, dès mardi, plutôt, moi je vais l'appeler pour lui poser la question sur ce dossier-là et pour avoir des informations complémentaires. Et si le monsieur qui a posé la question laisse ses contacts, et dès que nous aurons la réponse, on va le lui dire. Très bien. Alors, ou bien je laisse peut-être mon collègue, s'il veut compléter sur ça, avant de répondre. Oui, par rapport aux questions de logements sociaux, je pense que c'est des privés qui ont mis de l'argent pour construire les logements sociaux. Je ne sais pas si l'État a mis de l'argent là-dedans. Je pense que l'État a seulement donné le domaine. Le domaine, et c'est des privés qui ont investi pour construire les logements sociaux. Oui, mais l'autre aspect de la question de l'auditeur, c'est que la philosophie qui est derrière ces logements sociaux, cette philosophie n'est plus respectée. Les fonctionnaires de l'État de la catégorie C, B, par exemple, au vu donc du coût de ces logements, n'y ont plus accès. C'est ça. Ok, ok. Bon, on fait les investigations pour savoir ce qu'il en est. Ego et moi, on va faire les investigations. Très bien. Suspension. Je devrais rencontrer le ministre la dernière fois. Je n'ai pas pu parce que j'avais rendez-vous avec mon cardiologue. Voilà. Très bien. Alors, suspension, concours frauduleux, les propos de Aboubakar Yaya, qu'est-ce que vous en pensez? Non, avant ça, il a posé une seconde question. Pourquoi on n'a pas commencé le contrôle des véhicules d'accord. Là, oui, bien 2006 sûr. Je vais répondre. Et d'abord, le contrôle a été fait au niveau de Ségub. Selon les informations dont nous disposons, Ségub aurait eu un contrat de concession avec l'État béninois à partir du 10 novembre 2010. Mais le ministre des Infrastructures et des Transports a dit, et j'ai les documents en main, que en matière de véhicules d'occasion, le gouvernement béninois a fait un accord avec Ségub en mars 2012. Donc, si on est venu pour contrôler ce que Ségub a fait,
Ça ne peut se faire qu'en mars 2012 jusqu'à avril 2007. Maintenant, pour ce qui concerne l'autre pan, à savoir les 2006 jusqu'à 2010, je voudrais avouer quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. C'est que, aussi bien Martin Assogba que moi-même, que d'autres personnes, nous avons eu à diligenter une enquête sur la filière de véhicules d'occasion au Bénin 2007, 2008, 2009. J'ai présidé la commission. Oui. Eh bien, nous avons travaillé pendant des mois. Oui. Si votre chaîne le veut, nous viendrons décrypter, n'est-ce pas, et les résultats de cette enquête-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler. Avant cela, on dit qu'on a évité cette période-là pour éviter justement de faire des ennuis à Patrice Talon, que ça remonte à... etc. Est-ce que c'est... Là, avec vos éléments, vous pouvez répondre. Je peux répondre très rapidement. Au moment où nous avons fait notre enquête sur ce dossier-là, 2007, 2008, 2009, je précise encore que j'étais le président de la commission. Monsieur Martin Assogba est membre de la commission. Il y a d'autres également qui sont membres de la commission. Il y a même 2 d'ailleurs qui sont membres de la commission, mais qui sont décédés déjà. C'est qu'à l'époque... Il y a des avocats aussi. Merci beaucoup. À l'époque, on ne remettait pas l'argent à des privés. 2 constats ont été faits dans ce dossier-là. Premier élément, l'argent qui était collecté était mis dans un compte à part. Et dans la logique de l'unicité de caisse, nous autres, au sein de la commission, nous avons proposé que l'argent n'aille plus dans un compte, mais que ça aille directement au trésor. Public. Ensuite, la deuxième étape, quand les choses ont commencé, on a remis maintenant cet argent-là directement dans un compte à la BCEAO. Et je me souviens comme si c'était hier, la commission que je présidais s'est déplacée pour aller à la BCEAO pour avoir accès au relevé de tous ces comptes-là. Donc, on ne donnait pas l'argent en ce moment-là au privé, comme on vient de le constater ici aujourd'hui. Oui. Donc, avec l'avènement de Ségub, les gens se sont écartés carrément de ce que vous aviez proposé. Ah, c'est clair. Totalement. Et vous l'avez complètement, Patrice Talon, de cela. Clairement. Il n'y avait pas Patrice Talon dans le jeu en ce moment. C'est pas vrai. Il n'y avait pas Patrice Talon dans le jeu. Il n'y avait jamais Patrice Talon dans le jeu en ce moment, c'est pas vrai. Nous avons en son temps interpellé certains députés qui sont venus devant nous pour répondre aux questions. Patrice Talon, ni ses sociétés, ni lui-même physiquement, nous n'avons vu aucune trace du monsieur Patrice Talon. Maintenant, faites attention, à partir de 2011-2012, il y a eu PVI. Je répète à nouveau que nous, notre enquête s'est arrêté à 2009. Merci beaucoup. Très bien, donc il y a une zone, c'est pas nous. Il y a une zone non couverte là, en 2009 et 2012. Une zone qui pourrait porter le nom Patrice Talon. Je ne sais pas. Oui, on ne sait pas. Je ne peux pas le dire puisque nous, notre enquête à nous, et pour la petite histoire, aujourd'hui on parle de rencontrer, de faire de ceci, de faire de cela. Ce n'est secret pour personne que dans cette enquête que nous avons diligentée, nous avons eu l'honneur d'écouter le président de la République lui-même, M. Yaïboni, dans ce dossier-là. Et nous avons eu à rencontrer M. Pascal Irénée Koupaki dans ce dossier pendant plus de 2 heures. Donc, les gens avaient été bien écoutés à l'époque. Très bien. Alors, ce que vous dites là nous donne de l'eau à la bouche. Je crois que Vigile, nous allons nous entendre pour inviter à nouveau ces 2 messieurs pour venir nous parler de cette... Beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi vous avez fait toutes ces enquêtes et que vous les avez maintenues sous le boisseau? Personne n'en sait rien. Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas rendues publiques? Qui est-ce qui vous a dit qu'on les a maintenus sous boisseau? Nous n'avons pas maintenu ça sous boisseau. Nous avions dit que nous avons même écouté le président de la République de l'époque. Très bien. Nous allons revenir sur cette question-là parce que ça nous permettra de comprendre ce que ça génère, cette vache à lait qu'est la filière des véhicules d'occasion et qu'est-ce qu'on en fait pendant toutes ces années. Suspension des concours rapidement. Nous n'avons plus que 3 minutes. Pour boucler cette émission. Donc vous allez y aller très rapidement. Monsieur Robert a demandé si nous avons écouté le ministre Aboubakar Yaoui. Nous l'avons écouté. Il avait dit qu'on n'annulerait jamais le concours. Vous avez parlé de concours suspendus. Non, les concours ne sont pas suspendus. Les concours sont annulés. Et nous, au FONAC, nous avons rencontré la commission pendant 3 heures d'horloge et nous avons apporté toutes les preuves dont nous disposons à la commission
La commission s'en est certainement servie. Et vous avez été entendu. A délibéré en toute indépendance et a conclu. Le gouvernement l'a suivi. Nous faisons qu'applaudir la décision qui a été prise. Très bien, Mathias Sogba, dossier de votre attaque, vous avez été attaqué, etc. Il y a eu une affaire de 10 millions pour soi-disant acheter votre silence, etc. Oui. Les 10 millions là sont où? Est-ce qu'ils ont pu acheter mon silence? Enfin, je n'en sais rien, mais les 10 millions sont où? Ne me posez plus la question sur les 10 millions. Vous avez dit à retourner ça, hein? Parce que c'est un don qu'on m'a fait. Ah, d'accord. Et j'ai informé le peuple de ce qu'on m'a fait un don. En ce moment, je dois faire des voyages de contrôle. Parce que j'ai toujours 2 chevrotines dans le corps qui me donnent tous les jours des problèmes. Et c'est dans ça que je me soigne maintenant. Parce que... Dans les 10 millions là? Absolument. Absolument. Alors, on avait cru que vous aviez retourné les 10 millions. Non, j'ai été voir le ministre Djenoté en son temps pour lui dire, je vous retourne les sous. Il dit, doyen, c'est à vous qu'on a donné. Si moi je prends, je vais mettre ça où? Gardez vos sous. J'ai gardé les sous. Normalement, le ministère de la Santé devrait me retourner pour faire un check-up. Ils n'ont pas fait? J'ai écrit. Mon docteur, le docteur Non, n'appelez pas son nom, c'est pas utile. C'est lui qui a monté tous les dossiers. J'ai payé. On a envoyé le dossier au ministère de la Santé. Silence radio. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est le docteur Massoubodji qui s'occupe de moi parce que ça me donne des problèmes. Très bien. Donc, ça, c'est une nouvelle information que nous avons. Vous soignez dans les 10 millions, mais c'est dit à ça. Et nous sommes malheureusement. Donc, pour que les gens me posent la question sur les 10 millions. Très bien. Alors, malheureusement, nous sommes au terme de cette émission qu'on aurait voulu poursuivre parce qu'il y a énormément de choses que vous êtes en train de dire. Anecdotique, à l'annonce de ces 2 invités, on dit ce sont les 2 bavards de la République. Ils n'ont pas arrêté les Ils n'ont pas arrêté les récits. Ils ont dit tellement de choses. Alors, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, Mathias Sogba, président de Alcré, il est temps de nous séparer. Merci d'être venu en direct éclairé de votre lumière l'actualité relative aux affaires de corruption. Mohamed Liamili a assuré la réalisation technique de cette émission. Vigile Awansé et Wilfried Adon, nous vous remercions de votre fidélité. Je veux faire une sollicitation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec de nouveaux invités. Wilfried Adou, Virgile Awansé.